Il est 7h42 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Raphaël Legendre m'a rejoint pour cette interview. Laure. Bonjour. Le grand entretien, notre invité, évidemment, depuis Roland-Garros, depuis cette rêve, c'est Patrick Martin, le président du MEDEF. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous avez lancé cette rêve en vous battant contre l'ISF, contre le retour de l'ISF, en rappelant l'économie, comment ça fonctionne, que c'est des tuyaux et qu'en gros, quand vous augmentez les impôts, ça a toujours le même effet. C'est-à-dire que ça abîme la compétitivité et que ça fait partir les plus riches. Est-ce que vous êtes condamné à répéter toujours la même chose ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça imprime, que ça fonctionne dans la tête des Français et dans celle de nos politiques ? Condamné, j'espère bien que non. J'ai cité en fin de mon discours d'introduction hier Roland Garros lui-même qui disait que la victoire appartient aux opiniâtres. Et j'ai signalé que nous étions opiniâtres. On a pour nous un avantage considérable par rapport aux politiques avec lesquels on n'est pas en compétition, avec lesquels on doit être en collaboration. C'est le sens du temps long. Nous avons le temps long. Moi-même, j'ai encore 3 ans de mandat. Donc, ça ne veut pas dire qu'on regarde ça avec une forme d'indifférence. Au contraire, on est assez fébrile en ce moment. Mais oui, il faut quand même que les politiques prennent en compte un certain nombre d'évidences, en définitive, économiques, dont beaucoup d'entre eux, en tout cas, se sont extraits, ils sont dans un monde parallèle actuellement, ils ne voient pas ce qui se passe autour de nous sur la planète, sur le plan économique, et c'est très grave. L'ISF, c'est pas le sujet central, c'est un sujet très sensible pour 95% de nos adhérents, chefs d'entreprise, femmes et hommes, patrimoniaux, entreprises familiales. Mais il y a bien d'autres sujets. Ça veut dire que pour répondre aux besoins en France de justice fiscale, vous-même, vous aviez tendu la main d'ailleurs l'année dernière au pouvoir public en expliquant que vous étiez prêt à payer temporairement une surtaxe. Pour répondre à ce sentiment d'injustice, est-ce que vous êtes prêt à accepter un ISF ? Non, certainement pas, je l'ai dit, je le redis. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est déjà très taxé, il y a des théories, si je peux me permettre, fumeuses qui circulent. Je vois bien la symbolique du partage. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Mais moi je martèle parce que c'est une réalité que nos entreprises, mais également nos actionnaires, sont les plus taxés au monde. Or, il y a une mobilité des cerveaux, une mobilité des capitaux qui est plus forte que jamais. Alors évidemment, en séance tenante, on peut nous faire un procès en patriotisme. C'est absolument ridicule, parce que nous, notre patriotisme, quel est-il ? Il est d'investir, il est d'embaucher, il est d'innover, il est de faire muter nos modèles économiques à longueur de journée et de nuit. Donc il faudrait quand même raison garder, et que ceux qui expriment parfois de manière extrêmement tendancieuse, politicienne, ce genre de propositions, n'oublient jamais que si les chefs d'entreprise lèvent le crayon, le pays part en vrille. Ça n'est pas une menace, une réalité. Nous, on ne fait pas de la politique. On va tout faire pour sauver nos entreprises. Mais il faut arrêter de jouer avec l'économie. Mais est-ce qu'il y a des concessions que vous pourriez faire ? Alors, si ce n'est pas l'impôt sur les riches, si ce n'est pas l'ISF, est-ce que c'est sur le crédit d'impôt recherche ? Est-ce que c'est sur le pacte Dutreil ? Est-ce que là, il y a un petit peu de marge à aller chercher ? Mais, comment dire, il y a un seuil de douleur. Il y a un seuil de douleur, mais au-delà de ça, il y a des réalités intangibles. Il y a une compétition mondiale qui n'en finit pas de se durcir. Je mets au défi quelque politique que ce soit de me démontrer le contraire. C'est une évidence. Et au même moment où voudrait dégrader encore la compétitivité des entreprises françaises. Ce à quoi on est ouvert, c'est par exemple ce qu'on appelle le double effacement, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire, oui, remettre en cause un certain nombre de compensation plus que d'aide aux entreprises, et c'est certainement pas 211 milliards d'euros comme ça a pu être dit dans un rapport parlementaire récent, mais en contrepartie d'avoir à l'euro près, et si possible avec un gain, un abaissement des seuils d'imposition. Enfin, les Allemands vont baisser à 10% leur taux d'impôt sur les sociétés fédérales. Les Allemands, gouvernement socialiste et conservateurs, viennent de décider 46 milliards d'aides fiscales à leurs entreprises. Alors l'Allemagne ne se porte pas très bien, pour des raisons stratégiques que l'on connaît, mais enfin, il y a un consensus en Allemagne pour aider les entreprises. Et quand on aide les entreprises, alors on peut dire on aide les Il n'y a actionnaires, mais on aucun aide... effort à faire du côté des entreprises, parce qu'on Mais je reproche viens- à François Bayrou de ne rien négocier, mais là, quand je vous entends, je vois bien que la position de votre côté est la même. Il n'y a pas d'effort à demander aux entreprises, il n'y a pas de grain à moudre. Que font les autres pays contre ou en faveur de leurs entreprises? Que font les États-Unis pour leurs entreprises? Que font les Chinois pour les entreprises? Les Allemands, je viens de le signaler, que font-ils pour leurs entreprises? Les Italiens, que font-ils pour leurs entreprises? Dans tous les cas, ils les aident.
Parce que par rapport à l'année dernière, vous évoquez l'année dernière, c'était déjà un peu compliqué l'année dernière. Oui. Il s'est quand même passé des choses à travers le monde. Il s'est passé en particulier l'installation de l'administration Trump. Et donc, je me répète, pardon, tous ces politiques qui sont dans des calculs que je ne vais pas juger, mais qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas les bons, qui font abstraction de ce durcissement terrible de la compétition internationale, sont à côté de la plaque. En tout cas, nous, entrepreneurs, on ne les comprend pas. Et c'est très grave, parce que s'il y a une incompréhension entre les politiques, quels qu'ils soient, et les chefs d'entreprise, ça ne peut pas marcher dans ce pays. La priorité des priorités, Patrick Martin, en cette rentrée, en termes de fiscalité, en termes de compétitivité coût, c'est quoi pour le MEDEF? Est-ce que ce sont les impôts de production? Est-ce que c'est le taux d'IS? Est-ce que c'est attention aux baisses de charges, ne touchez pas les baisses de charges? Quelle est votre priorité, le message prioritaire? Le message prioritaire, je vais le dire avec une forme de gravité, c'est qu'il y a un ressaisissement de la part des partis dits de gouvernement pour le temps qu'il faudra passer au-dessus de leurs calculs, au-dessus de leurs enjeux parfois individuels, prendre en compte une situation qui est grave, qui est préoccupante, qui se dégrade, et poser les colts, discuter avec nous, les chefs d'entreprise d'une manière générale, le MEDEF en particulier. À 18 mois de la présidentielle, vous y croyez vraiment, Patrick Martin? Mais écoutez, si ça ne se fait pas, bon courage à qui prendra les manettes du pays le jour venu. Mais là, vous parlez aux politiques. C'est une réalité. Vous parlez aux politiques, mais les Français, par exemple, sur la question de la réforme des retraites, on n'a déjà pas réussi du tout à les convaincre qu'il fallait faire cette réforme et peut-être même qu'il faudra aller plus loin. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Demain matin, on vous demande si vous devez être payé 10% de moins, évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'observe qu'il y a des sondages dont vous parlez moins, dont on parle moins, selon lesquels plus de 60% des Français savent que nos régimes sociaux ne tiennent pas, ne tiennent plus. Donc après, c'est dans l'ordre des choses que les uns et les autres défendent en définitive des avantages acquis. On fait tous la même chose. Mais on peut convaincre les Français qu'il faut travailler plus. Mais regardez dans les mêmes sondages ou dans d'autres sondages, l'émergence, et c'est tant mieux d'une certaine manière, paradoxalement, l'émergence du sujet de l'état critique des finances publiques. Personne n'en parlait. Nos concitoyens en étaient strictement inconscients il y a quelques mois encore, à tort. Eh bien, dorénavant, c'est un des thèmes de préoccupation les plus importants. La pérennité des régimes sociaux que j'évoquais à l'instant, c'est devenu un thème de préoccupation très important pour nos concitoyens. Il faut arrêter de considérer que nos concitoyens sont totalement ignorants, sont totalement égoïstes. Bien sûr, ils défendent leurs intérêts, chacun en fait autant, mais moi je salue cette prise de conscience. Je reconnais que le Premier ministre y a contribué, il était grand temps. Oui, en même temps, quand on demande de faire des efforts, c'est toujours chez les autres, et notamment chez les entreprises. Mais bien sûr, qui, je le redis, et vous le savez, sont les plus taxés au monde. Alors taxons-les encore un peu plus. Après, il ne faudra pas s'étonner qu'on ait une croissance molle, et je crains que nous passions en récession, qu'on ait un marché de l'emploi qui se soit d'ores et déjà retourné l'année dernière dans cette même. Les derniers chiffres sont bons de la DARES, publiés hier finalement. Mais non, les chiffres ne sont pas bons. Les CDI progressent et le chômage est stable. Je ne dis pas qu'ils sont catastrophiques, la tendance est mauvaise. Il y a quand même 192 000 emplois qui ont été détruits dans le secteur privé marchand depuis un an. Alors on crée des emplois dans le secteur privé non marchand, c'est extraordinaire. C'est un secteur subventionné, je ne juge pas. Mais enfin, subventionné par qui? Subventionné par les collectivités publiques, donc par des impôts. On marche sur la tête. Je reviens à travailler plus, car c'est quasiment l'unique sujet. On partage ici le constat qu'il faut qu'on travaille plus, notamment pour cotiser plus et régler un certain nombre de problèmes économiques. Comment on convainc les Français? Vous considérez que le débat sur les jours fériés, ça n'a quasiment pas lieu d'être, c'est pas un bon débat. Alors qu'est-ce qu'il faut? On revient sur la réforme des retraites, on allonge les semaines des Français, on arrête avec les 35 heures. C'est quoi pour vous la clé? Il y a différents sujets dans le sujet. Sur la quantité de travail de ceux qui sont déjà au travail. Il faut apporter de nouveaux assouplissements pour que dans le cadre du dialogue social, plutôt au niveau des branches et des entreprises, on puisse, là où le niveau d'activité le justifie, faire travailler plus d'un commun accord les salariés. Mais le sujet principal, et je l'ai longuement évoqué hier, c'est de régler autant que possible et très résolument le problème cruel, tragique de l'emploi des jeunes. Je parlais du chômage des jeunes. 19% de jeunes au chômage, 2% de plus sur les derniers mois. C'est une catastrophe à tous égards. C'est une catastrophe économique, mais c'est surtout une catastrophe humaine, sociale, sociétale. Et donc, moi, je me suis engagé au titre du MEDEF à ce qu'on aille beaucoup plus loin et à ce qu'on se fixe
d'un commun accord, tous ensemble, et idéalement avec les politiques eux-mêmes, un objectif de réduction de moitié de ce taux de chômage des jeunes. Et là, je vous prie de croire qu'on va régler beaucoup de problèmes, y compris d'équilibre des finances publiques. Quels sont les voies et moyens pour y arriver en même temps, parce que c'est un message qu'il faudrait aux entreprises, embaucher des jeunes. C'est quoi le sujet? Est-ce que c'est la formation ou est-ce que c'est côté entreprise? J'insiste là-dessus, on ne va pas embaucher pour le principe d'embaucher. Si on n'a pas de carnet de commandes, si on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne va pas embaucher. Moi, mon analyse, c'est qu'actuellement, beaucoup d'entreprises sont encore en sureffectif. Il faut dire les choses. Au regard du niveau d'activité dans la plupart des secteurs, nous sommes en sureffectif. Donc le chômage va augmenter dans les prochains mois, si, a fortiori, si on prend des mesures défavorables par rapport à la demande qui est mauvaise. Comment peut-on résoudre ce problème des jeunes? D'abord, là, la balle est largement dans notre camp. Et moi, je balaye devant ma porte. On a déjà fait d'énormes efforts pour accueillir les stagiaires, pour accueillir des apprentis, jusqu'au jour où on va foutre en l'air le système d'aide à l'apprentissage. Et on est parti pour. C'est stupide, c'est aberrant. On doit s'impliquer beaucoup plus. On le fait déjà, mais pas assez. Dans la réforme des lycées professionnels, 650 000 jeunes, c'est un chantier positif, formidable. On doit être beaucoup plus contributeur à l'orientation. Et il va falloir, par exemple, sur le premier cycle universitaire, et là, la balle est du côté de l'État, qu'on soit, comme on l'a été sur les lycées professionnels, beaucoup plus mobile, qu'on module en quelque sorte les effectifs dans les formations en fonction du taux d'accès à l'emploi ensuite, de taux de réussite aux examens. Il y a plein de trucs formidables à faire. C'est l'intérêt de qui, prioritairement? C'est pas l'intérêt des entreprises. Ça veut dire qu'on n'envoie plus des gens en fac de sociaux parce que ça ne permet pas de trouver un travail. Ça veut dire qu'on ferme des filières. Ça veut dire ça. On commence, et c'est le cas pour les lycées professionnels, on commence par leur expliquer si, oui ou non, ça leur permettra d'accéder à un emploi. Après, s'il y en a qui veulent ne pas accéder à l'emploi, c'est leur sujet. Sur l'accord commercial et sur les questions de droits de douane, Ursula von der Leyen a fait une tribune pour expliquer à quel point son accord était bien, ne serait-ce que parce qu'il donne un chiffre, 15%, et que c'est un montant maximum. Est-ce qu'il faut renégocier l'accord? Est-ce que vous avez des espoirs sur un certain nombre d'exemptions, en plus des médicaments génériques, en plus de l'aéronautique? Il faudra déjà que... on infléchisse ce qui a été annoncé sur les vins et spiritueux, parce qu'il y a eu de faux espoirs qui sont déçus, qui sont douchés. Alors c'est dans l'ordre des choses qu'Ursula von der Leyen explique qu'elle a bien fait le job. Bon, qu'elle fasse déjà le job, que nous fassions ensemble déjà le job sur le marché intérieur. J'ai évoqué hier ce que représente en équivalent droit de douane les barrières non tarifaires à l'intérieur de l'Union européenne. C'est complètement dingue. Alors on s'émeut, et on a bien raison, des 15% de droits de douane américains. Les barrières dites non tarifaires à l'intérieur de l'Union européenne, c'est le FMI qui l'a chiffré, c'est l'équivalent de 44% de droits de douane sur les biens, 110% sur les services. Mettons-nous déjà à niveau, plutôt que d'essayer d'établir un rapport de force avec les États-Unis qui manifestement ne se prêtent pas au jeu. Alors vous êtes d'accord avec le fait qu'on a de la clarté maintenant quand même avec ces 15% TTC, si je puis dire? Oui, voilà. On sait pourquoi on est malade et on sait à quel niveau on est malade. Bon, c'est pas la bonne santé pour autant. Merci beaucoup Patrick Martin d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.